Bonjour à tous, je crois que nous sommes la dernière présentation de l'après-midi, donc merci, merci de votre participation. Je suis Laurent Dizarny, je suis le directeur des ventes en Europe de Velotic et je vais vous expliquer qu'est Velotic parce que c'est une marque tout à fait nouvelle. Je suis ravi de participer à cette première édition du Tech for Industry Show qui est, j'allais dire, dans le prolongement de Vivatech, mais vraiment centré sur la production. Je pense qu'à l'époque où on s'intéresse beaucoup à rapatrier de la production industrielle en France, c'est un salon qui est vraiment le bienvenu. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Encore une présentation sur l'IA. Bon. Mais on va revenir plus, vous avez parlé d'agentique dans les 40 dernières minutes, on va parler beaucoup plus d'usines, de shop floor, puisque à la base, l'objectif, c'est quand même d'améliorer les performances industrielles. Alors, Velotic, qu'est-ce que c'est? Nouveau logo que vous n'avez probablement jamais vu, puisque c'est la première fois en France qu'on participe à un événement avec ce logo. Une entreprise créée récemment, puisque elle a été effectivement créée le 1er mars 2026, donc c'est tout jeune. Et elle est née du rapprochement stratégique de Proficy, qui est la marque du software industriel issu de General Electric, donc c'est une spin-off de General Electric, à laquelle on a adjoint deux produits majeurs venant de chez PTC, bien connus aussi sur le marché, que sont Kepware et ThingWorx. Vous voyez qu'on on part pas de zéro, puisqu'effectivement, bien que l'entreprise soit jeune, on a déjà 1200 employés, pas loin de 350 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Avant de vous expliquer brièvement la valeur ajoutée de notre portefeuille, je voulais juste revenir sur le fait que voilà, on est une entreprise indépendante, centrée sur la donnée industrielle, et vraiment notre objectif, c'est d'être parmi les leaders des entreprises indépendantes, centrées sur la donnée, concentrées sur le manufacturing. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce portefeuille? Premièrement, la base qui est l'agrégation, l'extraction des données, la normalisation des données. Et ça, c'est fait par Kepware, produit bien connu, très très utilisé dans beaucoup d'industries, venant de chez PTC. Par-dessus, la partie plutôt opérationnelle. Donc une fois qu'on a extrait ces données, comment on les utilise pour améliorer la performance avec un Manufacturing Execution System, MES, bien connu de beaucoup de grandes entreprises qui s'appelle Proficy Smart Factory. Un historian qui permet d'historiser les données, de les récupérer dans leur contexte et de les pousser soit vers le MES, soit vers la couche supérieure. Et puis des SCADA, deux SCADA qui sont bien connus sur le marché, qui s'appellent Simplicity et iFix, et qui utilisent les données, plus une plateforme d'ordonnancement. Et la couche supérieure, qui est ThingWorx, donc issue de PTC, qui est vraiment la couche d'intelligence, qui est une plateforme. Alors on appelait ça plateforme d'IoT, maintenant on aime bien dire plateforme d'AIoT, parce que l'objectif est bien sûr d'ajouter de l'intelligence artificielle et des agents pour faire tourner tout ça. Cette plateforme est là pour développer des applications métiers de toutes sortes, notamment pour gérer, notamment avant tout, des actifs industriels. Voilà, donc Velotic, c'est ça. ThingWorx, Proficy, Kepware, dans une plateforme que l'on est en train d'intégrer pour qu'elle soit effectivement cohérente et permette de gérer les données industrielles depuis l'extraction des automates jusqu'à des applications très élaborées d'analytique ou gestion d'actifs dans la plateforme ThingWorx, en passant par des applications, des softwares
industriels éprouvés. Bon, de par notre historique, on est déjà connu par un certain nombre de grands clients. Sur ce slide-là, vous voyez beaucoup de logos qui sont très américains. Je pourrais citer pas mal de grands noms européens aussi. Je vous invite à venir sur notre stand. Vous pourrez déguster des biscuits ou des chips faits par des grandes entreprises mondiales qui utilisent notre logiciel de MES, notamment pour gérer la qualité. Et la qualité est là. Ils sont très bons. Alors, venons-en au sujet qui nous intéresse, qui est effectivement l'application de l'intelligence artificielle dans l'usine, sur le shop floor. Je voudrais commencer par un constat qui vient d'une étude dont vous voyez la référence ici, Solved, qui dit que 71% des CIO et des CTO considèrent que leur direction générale a des attentes irréalistes à propos de l'IA. Pourquoi ça ? Probablement parce qu'on a lancé des pilotes, des POC, des POV un peu partout. Et on sait bien que avant de rendre ce genre d'application industrielle, on déploie pas dans une usine des installations qui ne sont pas assez stables. On ne peut pas prendre ce genre de risque. Donc entre le POC et le déploiement industriel, il se passe un certain temps. Et on voit bien que le ROI n'est pas démontré dans les premières années. Donc on est à un moment charnière, effectivement, et on a déjà eu pas mal de discussions ce matin avec des dirigeants de production ou de données de grandes entreprises qui clairement, effectivement, disent on arrête les pilotes et on commence à être très sélectif sur la façon dont on va travailler. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. On va gérer des milliers de pilotes. On aura des agents AI un peu partout. Mais in fine, ce qu'on souhaite, c'est effectivement les concentrer sur les besoins. Alors, quels sont les principaux obstacles ? Des choses assez connues, somme toute. La première chose, c'est les données. On a tous des usines qui peuvent être très anciennes, qui ont des données dans des systèmes d'automatisation plus ou moins obsolètes, en tout cas dont les protocoles sont plus connus. Et c'est un des principaux problèmes, c'est d'aller récupérer les données qui sont dans ces automates et d'être capable d'en faire quelque chose. Le deuxième aspect, je viens de l'évoquer, le ROI. Et quand on parle de ROI, quel est vraiment le retour ? Quelle est la part de l'IA sur le bénéfice qu'on va en tirer par rapport à l'ensemble des autres aspects d'un projet ? Et quand on mesure le retour, il y a deux aspects, bien entendu. Il y a le bénéfice, et pour ça, il faut vraiment être capable de définir clairement des indicateurs, des KPI dès le début, et s'y tenir pour être capable de mesurer avant et après. Et puis dans la partie coût, il faut vraiment être capable de mesurer également le coût d'intégration, le coût d'exploitation de ces solutions, parce qu'on sait bien qu'elles peuvent être chronophages d'une partie pour les gens qui s'en servent, et puis qui peuvent être chers. On voit bien que les modèles d'IA commencent à être chers, donc il faut vraiment les utiliser avec un objectif bien précis. Tout est lié. L'adoption, vous pouvez avoir une très belle solution s'il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas d'adoption, s'il n'y a pas de confiance dans le système auprès de vos opérateurs, de vos ingénieurs, ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, l'ergonomie et le change management sont vraiment deux aspects très importants. Bon, la sécurité, inutile d'en parler, on en entend parler tous les jours. Pour l'IA, il y a un vrai sujet de la sécurité, ce qu'on appelle le data poisoning, c'est-à-dire que l'empoisonnement de l'IA
par des données qui peuvent être des données de production. Si des données de production sont corrompues, par exemple des mauvais rapports d'inspection, des mauvaises mesures de qualité, vous avez décidé d'avoir un agent IA qui prend des décisions, on peut assez vite l'influencer pour lui faire prendre de mauvaises décisions. Donc il y a un vrai sujet sur effectivement la qualité des données qui sont rentrées là. Et donc ce n'est pas uniquement une question d'accès du réseau, c'est aussi une question de conformité des informations qu'on le fait ingérer. Et troisième point qui rejoint un peu le premier, c'est l'environnement industriel de votre entreprise dans laquelle il n'y a pas seulement des vieilles machines, mais il y a aussi probablement des systèmes d'exploitation qui tournent sous des très vieilles versions de Windows ou très vieilles, bon, je ne sais pas si on a encore du MS-DOS dans les usines, mais le fait est que, effectivement, ça reste un vrai sujet de s'assurer qu'on a un écosystème à l'intérieur de l'entreprise qui est capable de parler avec tous les systèmes en place. En tout cas, chez Velotic, notre ambition, ce n'est pas de vous faire remplacer tous vos systèmes, mais plutôt d'être capable de dialoguer avec l'ensemble de vos systèmes d'information, quels qu'ils soient, même les plus anciens. Alors, je pense que beaucoup de choses sont déjà connues maintenant quand on parle d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on distingue trois étages. Qui sait s'il n'y en a pas un quatrième qui va apparaître, puisqu'on s'aperçoit que tous les 2 ans, on a des nouveautés en termes d'intelligence artificielle. Le machine learning, ça fait déjà maintenant 10 ans que c'était ce qu'on a lancé dans les années 2015, le Internet industriel, où on faisait surtout de la maintenance prédictive à partir de données, qui était vraiment ce qu'on appelait de la data science, qui a été après très amélioré, dont l'essor a été très développé à partir du moment où on a commencé à utiliser des réseaux de neurones. C'est vraiment les réseaux neuronaux qui ont donné l'essor au machine learning. Deuxième aspect, bien entendu, l'AI générative, qu'on utilise tous aujourd'hui, qui, dans les usines, commence à permettre d'aller chercher des informations là où elles n'étaient pas accessibles, notamment dans des manuels, dans des documents écrits sous forme de langage. Maintenant, l'IA générative permet effectivement non seulement d'aller chercher cette information qui était cachée, mais en plus avec le langage naturel, interagir avec les machines quand on parle d'industrie. Et enfin, troisième partie, je ne vais pas refaire l'exposé précédent, mais effectivement, l'agentique, où les 2 technologies précédentes sont encapsulées dans des procédures qui rendent ces systèmes autonomes, qui vont choisir eux-mêmes quel est le meilleur langage, quel est le meilleur algorithme pour résoudre tel ou tel problème. La même chose sous une autre forme. Ce que j'ajouterais peut-être, c'est quelques use cases. Bon, la partie connexion des données, on voit bien ce que ça apporte. D'être capable effectivement de savoir ce qui se passe dans des machines dont les protocoles fonctionnent plus ou sont pas mis à jour. Le machine learning, je vous disais, ça fait une quinzaine d'années. On a commencé beaucoup dans la sidérurgie pour améliorer les fours notamment. On l'a vu après dans le process, dans la chimie, pour effectivement faire ce qu'on appelait du center lining, s'assurer que en permanence on trouve la meilleure corrélation entre les données qui vont permettre effectivement d'avoir le produit le plus près de ce qu'on recherche. Mais maintenant, on le voit aussi dans des cas où on ne l'imaginait pas immédiatement, qui ne sont plus vraiment des cas de process, mais par exemple
l'usine Nissan près de Nashville aux États-Unis utilise un outil d'analytics comme ça pour mesurer l'usure de ces robots. C'est-à-dire qu'ils mesurent les couples de force à différents endroits sur le robot, ce qui leur permet de mesurer et d'anticiper l'usure des réducteurs, chose qu'on ne voyait pas immédiatement. L'IA générative, cas d'usage, je vais vous en montrer un tout à l'heure, mais cas d'usage qui commence à être classique, c'est effectivement, aujourd'hui on avait de la maintenance prédictive, on identifie un problème, l'opérateur très rapidement, grâce à l'IA générative, est capable de trouver la solution à son problème. Dans le manuel, il y a peut-être 2000 pages de manuel d'exploitation pour sa machine. Le système lui permet aujourd'hui d'aller analyser tout de suite et d'aller trouver la réponse. Donc, récupérer de l'information qui est encapsulée dans des manuels, encapsulée dans des rapports, encapsulée dans des logs d'événements sortant d'un SCADA, par exemple. L'IA générative permet de l'aider. L'IA agentique, j'en parlerai un peu plus tard. Aujourd'hui, en réalité, dans l'industrie, on est au début parce qu'effectivement, avoir un agent autonome pour conduire une ligne de production, on n'en est pas encore vraiment à prendre ce risque. Alors, on sait qu'il y a ce qu'on appelle des dark factories qui existent déjà dans certains pays d'Asie, où dark factory, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de lumière puisqu'il n'y a pas d'opérateur. Bon, on est vraiment au début de ce genre d'opération. Ça va arriver, mais ça va demander effectivement beaucoup de contrôle. Alors, je voudrais vous montrer deux use cases qui sont vraiment proches du shop floor, comme on dit. Le premier concerne un SCADA. Donc SCADA, système de contrôle. Vous savez, quand vous allez dans une usine, vous avez des grands panneaux qui vous montrent des schémas avec toutes les machines, les pompes, les choses, etc. Souvent, quand un incident se produit, le SCADA commence à générer des alarmes. Vous pouvez avoir 10 alarmes, 100 alarmes à la minute, et là, ça commence à devenir problématique pour les opérateurs pour effectivement faire la différence entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Et c'est là que l'IA peut aider en ajoutant effectivement une couche au-dessus du SCADA, un pilote qui permet effectivement de voir ce qui se passe, de l'analyser et grâce à de l'IA agentique, de l'interroger et d'aller voir ce qu'il y a dedans. Donc ce que je vous propose, c'est... alors, on va parler un peu plus que juste des alarmes, mais vraiment la gestion d'un système de contrôle, c'est-à-dire que le système de contrôle existe ou n'existe pas en l'occurrence, mais on a récupéré des données venant de tout un tas de capteurs, de tout un tas d'automates. Jusqu'à maintenant, il fallait des semaines et des mois d'ingénieurs pour les analyser, les classer, les organiser, et puis commencer à dessiner les panneaux de contrôle. Aujourd'hui, alors ce que je vous montre sur cette démo, c'est une vidéo, je vais essayer de parler en même temps. Donc là, ce qu'on voit là, c'est cette espèce de plateforme qu'on appelle le Profici Studio, donc qui est au-dessus du SCADA, où on a des tags, des alarmes, et puis un certain nombre d'outils qui sont sur le côté. Et donc là, on va commencer par aller sélectionner une source de données. Si j'espère que oui, ça y est, voilà, on va chercher des données. Donc vous voyez plusieurs serveurs avec plusieurs systèmes qui peuvent correspondre à plusieurs usines. Là, on a voilà, et donc là, on est sur un SCADA qui a récupéré, à ce stade, on n'a pas de structure, on est allé récupérer l'ensemble des données et on demande à l'IA d'en faire une hiérarchie. Et donc là, on a 4 niveaux de hiérarchie. L'IA va l'optimiser et elle est allée trouver la structure uniquement à partir de l'ensemble des paramètres
elle est allée trouver la structure de l'usine. Alors bien entendu, c'est quelque chose qu'il faut valider avant de l'éditer, etc. Mais vous voyez qu'on on a un système qui permet de créer un environnement SCADA à partir des données industrielles. Là, ce que l'on voit, c'est les alarmes actives. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé ce système, on peut immédiatement voir les alarmes sortir. Et on est au-dessus du SCADA, donc on n'est pas dans la salle de contrôle, on est vraiment sur un outil d'analyse supplémentaire qui permet d'ajouter, pour une alarme donnée, d'ajouter des commentaires qui resteront et qui seront vus par les opérateurs du SCADA, bien entendu, qui permet d'ajouter, si on a trouvé une solution à la résolution de cette alarme, d'ajouter également des éléments, mais c'est surtout qui permet également de les voir dans le temps. Donc là, on peut comparer l'alarme avec les différents tags, donc les différents indicateurs, les différentes mesures qui ont été faites. Et ça permet effectivement d'aller, voilà, donc là on ajoute 2 tags sur le graphique et ça permet de voir effectivement à quel moment l'alarme a été déclenchée comparé à un certain nombre d'outils. Donc c'est des choses qui effectivement se faisaient. L'opérateur dans sa salle de contrôle, il pouvait faire ça. Là on le fait à une vitesse bien supérieure. On peut voir à quel moment, on peut revenir dans l'histoire surtout, à quel moment telle ou telle alarme s'est déclenchée. Voilà, donc c'était en avril. Il y en a eu 236 à ce moment-là. Et donc on a effectivement, au fur et à mesure, un certain nombre d'analyses qui sont faites de ces alarmes directement. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est effectivement trouver la corrélation entre différentes alarmes. C'est-à-dire que là, voilà, là, je vois que j'avais un problème de pression. Il y a 507 occurrences où ce problème de pression est arrivé en même temps que ce niveau bas sur tel équipement. On voit qu'il y en a d'autres où il y a moins d'occurrences, etc. Mais ça permet d'avoir une visualisation graphique des corrélations possibles entre les différentes alarmes. Alors, je vous disais, mon système a identifié des équipements. Je lui demande de me générer un écran de contrôle. Donc là, j'ai plus besoin de... Ouais, ça y est, oula, bon, c'est allé très vite. On a vu la génération de l'écran de contrôle. Voilà, troisième, dernier élément, l'assistant AI qui, effectivement, à qui on peut poser des questions de manière en langage naturel sur ce qui s'est passé sur le process. Mais ça, je vais vous le montrer de manière un peu plus précise sur sur le Manufacturing Execution System. Alors, autre cas, peut-être un peu plus parlant, c'est l'interaction avec une IA entre, par exemple, le directeur de l'usine ou le patron de la ligne et son Manufacturing Execution System, donc le MES. C'est un système qui suit la production en temps réel, qui permet à la fois de donner des instructions aux opérateurs, de récupérer des données de qualité et aussi de faire l'interface avec le ERP, c'est-à-dire de faire le lien entre des ordres de production qui sont générés par l'ERP et la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et donc, en l'occurrence, là, on retrouve notre dashboard. Cette fois, on est connecté à un MES. Et on a cet assistant AI à qui on peut poser des questions. Et donc là, mince, il a démarré. Bon.
Si, ça y est. Et donc, euh, donc ça se passe ici. Je demande à mon MES, voilà, donne-moi la liste des 10 derniers arrêts de production avec leur cause. Donc là, vous avez un petit tableau avec les 10 arrêts de production et tout de suite des insights qui disent, voilà, il y en a 3 qui sont toujours en route. Dans 3 cas, vous avez une surchauffe sur la machine à étiqueter 1 et 2, sur la machine à remplir 1. Il y a des ajustements sur les machines qui ont été faites. Vous avez 2 événements sur lesquels il n'y a pas de description de la faute. Donc, immédiatement, il y a des recommandations qui disent voilà ce qu'il faudrait que vous fassiez. Maintenant, je lui demande quels sont les 100 arrêts machines les plus importants dans les derniers temps et de me les classer par ordre d'importance pour trouver effectivement, voilà, mon usine a connu des interruptions. Quelle est la cause? Donc à nouveau, et là je lui demande, c'est intéressant d'avoir un Pareto pour savoir tout de suite de manière visuelle qu'est-ce qui a causé ces soucis. Et l'IA nous dit, voilà, les 3 fautes principales, c'était une surchauffe, on l'avait vu avant, un problème de ramp-up, de démarrage, et puis un arrêt pour cause de mauvaise qualité sur les machines. Et donc l'IA me génère des recommandations en disant, voilà, vos fautes, les 5 principales, représentent 82%. Si vous les résolvez, vous allez résoudre tant de problèmes. Le troisième exemple, où là ça défile, qui était sur... excusez-moi, du coup j'ai perdu le fil. C'était effectivement quelles sont les machines qui délivrent la meilleure production. Et donc c'est l'étiquetteuse 2 qui fonctionne le mieux, c'est la remplisseuse 1 qui fonctionne le moins bien. Et là aussi, vous avez immédiatement les données. Bon, alors, j'allais dire, on débute dans ce genre d'outil. Hein. C'est un premier. D'ailleurs, vous voyez, on est sur une interface qui ressemble beaucoup à une IA générative basique, mais on peut imaginer avoir une interface qui sera après plus élaborée, mais ça permet de se rendre compte, de faire pas mal d'analogies avec l'IA générative que l'on a aujourd'hui. Encore un autre exemple qui montre que, voilà, la majorité des cas, on n'a pas de description de la faute. Donc là, on a un vrai problème de gestion de la donnée, parce qu'effectivement, on n'est pas capable d'expliquer ce qui s'est passé pour une très grande majorité des données. Voilà, donc un exemple représentatif de la façon dont on dialogue avec un MES grâce à une IA. Et là, je suis sur les opérations qui me permettent de voir quelles sont les 20 dernières opérations actives et comment ça s'est passé avec mes différents opérateurs sur le shop floor et à quel endroit je manque de description. Puisque l'idée, on l'a vu au cas précédent, j'ai des cas qui ne sont pas décrits, comment ça se fait, qui sont les opérateurs qui ont travaillé à ce moment-là. Et là, on a des statistiques sur effectivement quelle était l'équipe qui était en charge et quelles sont les activités qui sont en cours. Alors, quelques recommandations quand on implémente de l'intelligence artificielle dans le domaine de la production. Le premier point, c'est effectivement... bon, c'est pas du marketing, c'est de l'IA. On est dans de l'industriel. Il faut donner aux équipes un espace suffisant pour expérimenter des choses, tout en gardant le contrôle, parce que si vous avez 50 000 pilotes IA dans votre organisation, au bout d'un moment, ce sera plus
ce sera plus gérable. Donc il faut travailler sur des hypothèses très claires, sur qu'est-ce que je recherche, à quoi je veux répondre, tout en effectivement permettant de l'expérimentation à l'intérieur de l'usine. Bon, l'IA est sans aucun doute une excellente opportunité d'évoluer vers quelque chose de plus élaboré. J'ai plus en tête ce que j'allais vous dire là-dessus. Et la question, avant tout, c'est effectivement résoudre des problèmes et pas commencer par se dire tiens, je voudrais utiliser l'IA, comment je vais le faire, quoi. C'est absolument choisir ses batailles, identifier les points d'amélioration et vraiment organiser ses projets autour de ces points d'amélioration. On ne le répétera jamais assez, la qualité de la donnée, c'est avant tout l'aliment de l'intelligence artificielle. Il faut être capable d'avoir une donnée qui soit fiable, de bonne qualité et sous contrôle pour éviter d'empoisonner l'IA. Et puis le dernier point qu'on ne doit jamais négliger, c'est le facteur humain. Comme je le disais dans les obstacles, c'est un point très très important. Il faut qu'il y ait vraiment une culture au sein de l'entreprise pour apprendre à utiliser ces outils. C'est mon dernier slide et c'est le message, c'est la vision de l'entreprise Velotic. On parle d'intelligence artificielle, les actifs dans vos usines ont beaucoup de valeur, mais on considère que la principale valeur, c'est ce qu'on appelle l'authentic intelligence. C'est l'expérience longuement, durement acquise par vos ingénieurs, par vos opérateurs, qui a le plus de valeur dans votre entreprise. Et notre ambition, c'est de combiner l'intelligence artificielle avec l'intelligence authentique. Et c'est là qu'on extraira réellement des bénéfices pour l'entreprise. Et la façon dont on voit ça, c'est deux modes pour faire une analogie avec l'aéronautique. Le mode croisière, où effectivement, on aura des modèles qui tourneront sur des systèmes dont on aura confiance absolue. Et là, l'automatisation pourra aller. On n'aura plus besoin de présence, de présence humaine permanente, si je puis dire. Et là, vous avez quelques exemples. La maintenance prédictive, l'ajustement de l'ordonnancement, par exemple. Aujourd'hui, on a des systèmes qui savent très bien corriger le planning si une machine est en panne ou si une matière première manque. Donc là, on sera dans le mode cruise. Pour autant, il restera beaucoup de moments où vous aurez besoin d'avoir une action directe. Et pour faire l'analogie avec l'aéronautique, le décollage, l'atterrissage, aujourd'hui, le pilote tient les manettes, même s'il a un assistant d'atterrissage. On aura un assistant d'IA qui va aider à piloter, qui va donner des informations, etc. Pour autant, on aura toujours le pilote assis dans le cockpit pour ce mode d'opération. Donc notre ambition chez Velotic, c'est effectivement de vous apporter la meilleure combinaison possible entre votre intelligence authentique et l'intelligence artificielle pour améliorer les performances de l'entreprise à travers ces deux modes. Je vous remercie.